Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cet entretien. Vous le savez, depuis plusieurs mois, l'actualité politique nationale est dominée par la question du changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Changement de la Constitution ou réforme institutionnelle, l'idée est la même. Les nombreuses divergences notées sur cette question ont conduit le président de la République à mettre sur pied une sorte de package des consultations présidentielles et un dialogue inclusif. Alors ce soir, nous allons faire un tour d'horizon de cette actualité nationale, le dialogue de CBT et ses conclusions, le dialogue alternatif de l'opposition et un décryptage au niveau international avec la tournée africaine du président Barack Obama, président américain. Mon invité de ce soir, bienvenue au Kémi, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, le dialogue inclusif à CBT. Pourquoi CBT dans le département de l'Alekoumou? Est-ce que vous avez fui Brazzaville, la pression de Brazzaville, l'opposition de Brazzaville? Mais CBT précisément parce que la municipalisation accélérée aura transformé de façon radicale les villes du Congo. Regardez ce qui est devenu la ville d'Evo, regardez ce qui est devenu encore la ville de Wando, ce que sont devenues d'autres villes du Congo. On a doté ces villes d'infrastructures nécessaires au développement, d'infrastructures qui sont en phase avec la modernité voulue par le peuple congolais. Vous allez partout retrouver aujourd'hui des hôtels de mairie, des hôtels de préfecture, des hôpitaux avec la politique menée par le président visant à doter chaque département d'un hôpital. Regardez la construction des écoles nécessaires au développement du pays, à l'amélioration des ressources humaines de notre pays. Et CBT fait partie de ce qui a été fait pour faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2025. Vous pensez que ceux qui ont dit que le gouvernement a fui les différentes marches qui auraient pu s'organiser à Brazzaville ont tort? J'ai entendu deux arguments. Premier argument, CBT serait en pleine forêt. Et je pense que cet argument a été énoncé par ceux qui veulent demain gérer ce pays. Stigmatiser ainsi une ville, une partie de la population congolaise et de la même manière mettre à l'index une partie même de cette population congolaise porte à interrogation sur leur capacité à gérer demain le pays en paix, en toute quiétude et à mener ce pays vers le développement voulu par le peuple congolais. Deuxième argument, j'ai entendu dire que voilà, le gouvernement fuyait Brazzaville parce qu'il y aurait eu des émeutes si on avait organisé ce dialogue à Brazzaville. Mais peut-être que ceux-là même qui énonçaient ces arguments-là envisageaient d'organiser des émeutes. Une nouvelle fois, je m'interroge sur leur capacité à gérer le pays demain en toute quiétude, en toute paix, à faire de ce pays un pays uni, un pays capable de créer de la richesse, un pays capable aussi de nourrir ses enfants, un pays capable de faire en sorte que ce pays compte dans la sous-région et dans le système international. Je m'interroge et là encore, les Congolais ne sont pas dupes. Ils sont capables d'analyser ce qui a été dit par les uns les autres. Ils sont aussi capables de voir qui a un réel projet pour ce pays. Qui veut mener ce pays vers les hauteurs nécessaires pour que demain encore nous nous développions davantage. Donc le choix de CBT, c'est associé, CBT, son choix, c'est associer également les populations de CBT à cette question majeure. CBT simplement parce que les infrastructures y étaient, CBT aussi parce que la population congolaise ne réside pas simplement à Brazzaville ou à Pointe-Noire, même si les 2 tiers de la population s'y trouvent. À l'intérieur du pays, il y a des talents. Il y a du génie propre à l'intérieur du pays. Et CBT postule aussi ce que devrait être le Congo de demain. Ce que, à mon point de vue, ne postule pas suffisamment la Constitution de 2002, à savoir une décentralisation poussée qui fasse en sorte que les énergies de l'intérieur viennent nourrir aussi Brazzaville. Brazzaville, aujourd'hui, pompe les énergies de l'intérieur. Il faut renverser la vapeur pour que l'intérieur aussi nourrisse l'ensemble national. Il faut un retour vers l'intérieur du pays. Et ce qui a été organisé à CBT avec ce dialogue postule ce que devrait être réellement le Congo de demain, une république décentralisée. Monsieur le ministre, c'était sur la question forme, parlons du fond. Après les consultations présidentielles, un dialogue inclusif à CBT, beaucoup de voix se sont élevées, certaines ont dit oui, nous y allons, d'autres non, en parlant de certains partis d'opposition. Ces mêmes partis d'opposition ont qualifié ce dialogue de monologue. Pour eux, la salle était colorée
des figures du Parti congolais du travail, donc de la majorité présidentielle. Pensez-vous aujourd'hui que l'histoire retiendra de ce rendez-vous de Sibiti un brin de crédibilité? Pensez-vous que ce dialogue est crédible? Bien que les conclusions remises au chef de l'État, pensez-vous aujourd'hui qu'on peut parler de la crédibilité du rendez-vous de Sibiti? Absolument. Pourquoi? Simplement parce que les partis de la majorité y étaient. Les partis de l'opposition y étaient. La société civile y était. Les confessions religieuses y étaient. Toutes les individualités qui voulaient être à Sibiti étaient à Sibiti. Plus de 600 personnes réunies à Sibiti pour débattre de l'évolution de notre pays. On peut dire que le Congo, dans son ensemble et dans son absolu et dans sa diversité d'idées, était à Sibiti. Ceux qui n'étaient pas à Sibiti peuvent bien entendu dire que voilà, c'était coloré. Mais ce n'était pas coloré. Regardez les débats qui ont eu lieu. Télé Congo, Radio Congo ont relayé ces débats. Ce n'était pas un monologue. Ce n'était pas monocolore. C'était multicolore en matière d'idées. C'est le Congo, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisation du dialogue de Sibiti, cette organisation porte en elle le génie propre, le génie congolais. Si vous regardez l'histoire de ce pays, à chaque fois qu'il y a eu des conflits, les enfants de ce pays se sont assis autour d'une table, ont essayé de trouver un consensus. Le consensus, qu'est-ce que c'est? C'est pas être d'accord sur tout. Le consensus, c'est ressortir un dénominateur commun sur l'évolution institutionnelle et autres du pays, se mettre d'accord sur l'essentiel. Sibiti a été conforme à la tradition congolaise en matière de résolution des conflits, même s'il n'y avait pas un conflit à proprement parler, il y avait un conflit d'idées. En cela, il faut saluer ce qui a été organisé à Sibiti. Cela s'est passé dans la paix, cela s'est passé dans la concorde, dans la diversité des idées. Il en est ressorti un certain nombre de conclusions consensuelles, là encore, pour dire que voilà, ce pays peut avancer dès lors qu'on s'assoit et dès lors qu'on est conforme à nos traditions ancestrales. Monsieur le ministre, je reviens sur cette question de la crédibilité. Certains pensent, vous l'avez dit, il y avait l'opposition, il y avait la majorité, il y avait la société civile, mais nous avons en République du Congo des acteurs majeurs du côté de l'opposition. Il y a l'UPADES, il y a le MCDD, il y a le FROCAD, ils sont nombreux aujourd'hui. Et certains penseurs disent aujourd'hui que le fait que ces personnes-là ou que ces entités aient dit non à ce rendez-vous de Sibiti, le problème de crédibilité se poserait peut-être. Non, il y a un raisonnement à plusieurs niveaux qu'il faut élaborer. Premier raisonnement, c'est qui était à Sibiti. Le FROCAD y était. Une partie de ses membres y était. Le MCDDI y était. M. Chimambelala y était. D'autres partis de l'opposition y étaient. Nick Fila y était. D'autres partis encore de l'opposition, je ne cite pas les noms, y étaient. Bien sûr, il y a eu quelques individualités de l'opposition qui n'étaient pas à Sibiti. 2, 3, 4 personnes. Est-ce que 2, 3, 4 personnes, deuxième raisonnement, font le Congo dans son absolu? Vous pensez que leur rôle n'est pas si important? Le rôle de chaque Congolais est important. Mais lorsqu'il faut prendre des décisions sur l'avenir du pays, il faut y être. Il faut faire valoir sa subjectivité. Il faut faire valoir son point de vue. Même si ce point de vue est contraire au point de vue de l'ensemble de la majorité du Congo, il faut aller le dire. 2, 3, 4, 5, 6 personnes n'ont pas fait le déplacement de Sibiti. Est-ce que pour autant, on peut dire que le dialogue de Sibiti n'était pas crédible? Est-ce que la crédibilité d'un dialogue ou d'un processus politique est liée à la présence absolue de tous les Congolais? Je pense que non. Dès lors que la majorité y est, le consensus ressortant de là fait qu'il y a crédibilité, il y a légitimité des décisions qui ont été prises. Mais maintenant, qu'on vienne me dire que la République du Congo ne saurait fonctionner en l'absence, je ne cite pas de nom, d'une ou deux, trois personnes, je veux bien, mais c'est écrit où tout ceci? Je ne pense pas. Et lorsqu'on regarde cette constitution, je les entends bien défendre cette constitution de 2002, mais la constitution de 2002 n'a jamais postulé le fait que le fonctionnement du pays soit absolument nécessaire à la présence de ces 2, 3, 4 personnes. La constitution de 2002 parle des enfants du Congo. C'est un contrat social qui a été adopté par l'ensemble des Congolais.
C'est ça. Et à Sibiti, l'ensemble des Congolais y étaient pour débattre du contrat social congolais. Fallait-il l'amender? Fallait-il le changer complètement? Ou fallait-il passer par un autre processus qui fasse que ce contrat social soit amélioré pour que ce pays compte et encore dans le système international? C'était ça la vraie question. Ces personnes n'y étaient pas. Eh bien, tant pis pour leur adhérents, si je puis dire. D'accord. Alors, vous parlez donc de la crédibilité du dialogue, crédibilité il y a, mais toujours sur l'absence de ces entités. Pensez-vous donc que si crédibilité il y a, les conclusions également sont crédibles? Mais les conclusions sont complètement crédibles. Reprenons les conclusions de Sibiti. 2 volets. Premier volet sur la gouvernance et électorale. Vous savez que à chaque fois qu'il y a eu conflit dans ce pays, regardez l'histoire, c'était lié à un scrutin électoral, parce que les uns ou les autres ont contesté à un moment donné ou à un autre le scrutin électoral. Partez de 59 jusqu'à maintenant, c'est toujours le même fait. C'est le scrutin électoral, ce sont les résultats. Et lorsque vous regardez l'histoire de ce pays, il y a eu 3 phases en matière d'organisation des élections. Vous avez la première période, qui est la période qui va grosso modo de 1959 à 1968. Durant cette période, l'organisation des élections est le fait même de l'État, la République du Congo naissante, reprenant les règles édictées par le colon. Deuxième phase, la phase qui va de 1969 à 1990. Nous sommes là dans le parti unique. Le parti et l'État se confondent. L'administration organise les élections au profit du parti unique. Troisième phase, lorsque nous passons au multipartisme avec la conférence nationale souveraine, où là, à côté de l'État, préparant les élections, apparaît un nouvel acteur, les partis politiques qui intègrent ce processus d'organisation des élections. Donc nous avons à ce moment-là un système paritaire. Et à Sibiti, de quoi s'est-il agi lorsqu'on a parlé de la gouvernance électorale? Il a fallu analyser ces phases. Est-ce que ces phases étaient des bonnes phases ou est-ce que les règles issues de ces phases devaient être améliorées ou pas? Un certain nombre de conclusions sont sorties de là pour dire que, par exemple, la CONEL, qui organise les élections dans notre pays, soit érigée en une organisation, en une institution indépendante avec une autonomie financière, tout en rappelant que la loi de 2001 qui organise les élections dans notre pays, en son article 7, faisait déjà de la CONEL une institution indépendante avec une autonomie financière. Donc, on peut débattre de la question de l'autonomie, de la question de l'indépendance d'un point de vue juridique. Mais ce n'est pas le lieu. Mais quoi qu'il en soit, cela a été affirmé à Sibiti. Mais pourquoi avoir attendu Sibiti alors que la question a été notée depuis Dolizy? Dolizy, Evo avaient abordé ces questions. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Le ministre Mboulou l'avait, les conclusions d'Evo, les conclusions de Dolizy avaient été effectivement traduites en actes par le ministre de l'Intérieur. Mais là, on veut aller beaucoup plus loin. Par exemple, la question du bulletin unique, qui sera expérimenté en 2016. Par exemple, la question du découpage électoral. La question s'est posée de savoir si ici ou là, il n'y avait pas trop de députés, ici ou là, il n'y avait pas moins de députés. Un certain nombre de consensus est sorti là-dessus pour dire qu'il fallait aller pas à pas. La question de la biométrie, par exemple. On a dit à Sibiti qu'il fallait y aller, mais on va y aller par étapes. Parce que là encore, il faut se référer à l'histoire. Regardez ce qui s'est passé dans les pays tels que le Gabon ou la Côte d'Ivoire qui sont passés à la biométrie. Cela a pris du temps. Ils ont mis en moyenne 3 ans pour que cela devienne effectif. Donc le Congo va s'adapter, va aller peut-être un peu plus vite, mais cela va devenir une effectivité dans le temps qui nous sépare jusqu'à l'élection de 2016 ou peut-être même au-delà pour ce qui concerne la biométrie. Mais les conclusions sont sorties en matière de gouvernance électorale. Deuxième problématique qui a été abordée, qui est la question d'évolution des institutions. Là encore, un consensus s'est dégagé. Le consensus s'est dégagé pour dire qu'il fallait faire évoluer les institutions de ce pays par le changement de la Constitution. Tous ceux qui étaient à Sibiti. Ça, c'est la majorité. Une minorité a opté pour faire évoluer la Constitution de 2002 par la révision. Une autre petite minorité a estimé qu'il fallait en rester au statu quo. Donc garder la Constitution du 20 janvier 2002. actuelle. Mais quoi qu'il en soit, la majorité
des participants ont estimé qu'il fallait faire évoluer les institutions de ce pays par le changement complet de la Constitution de 2002. Vous savez que nos pays, nos sociétés africaines, qui sont ancrées dans une tradition très forte, doivent faire face à un objectif très important, qui est celui du développement économique. Ce développement économique est assis sur les évolutions actuelles dans la société internationale qui dépasse les 342 000 km² de ce pays. Et faire évoluer les institutions d'un pays, cela suppose que tous les échelons de la nation, des institutions de notre pays se mobilisent et se mettent au travail, se mettent à l'œuvre. Et à Tsibiti, en fait, on s'est rendu compte que sous toutes les latitudes, le droit a évolué. Le droit a évolué parce que la société internationale a évolué. Le droit international, par exemple, en 2 générations, a fait des bonds en avant qu'on n'avait même pas soupçonné dans le siècle dernier. Regardez par exemple la question de la responsabilité pénale qui, en 1919, était encore sous-jacente, est aujourd'hui devenue une réalité avec le droit international pénal qui tire l'ensemble de la matière. Regardez ce qui se passe en matière de droit constitutionnel qui n'est pas resté en dehors de cette évolution. Il y a énormément d'évolutions. Regardez le nombre de principes à valeur constitutionnelle qui n'arrêtent pas de nourrir la matière. Mais ceux qui combattent cette évolution institutionnelle pensent que tout ça, c'est de la théorie, que ce sont des échappatoires. Ce n'est pas de la théorie. Je vous parle de la réalité juridique internationale. Je vous parle d'une exigence qui, aujourd'hui, est en train de pénétrer toutes les sociétés du monde. Aucune société en matière de droit ne peut rester sur ses bases. Il faut se transformer parce qu'il y a bouleversement de la société. Il faut se transformer parce que les mœurs d'aujourd'hui ne sont pas les mœurs d'hier qui guidaient le droit. Il faut se transformer parce que le droit lui-même a évolué. Le droit lui-même change. Regardez par exemple une question essentielle, on va certainement revenir là-dessus. Que dit Barack Obama dans sa tournée ? Il en appelle à la jeunesse africaine, à son implication. Il en appelle à une implication beaucoup plus grande de la femme africaine dans le processus du développement de nos sociétés. Mais quelle est la place aujourd'hui de cette jeunesse dans nos constitutions? Quelle est la place aujourd'hui de la femme congolaise ou de la femme africaine dans nos constitutions? Mais Barack Obama parle aussi de la question des peuples autochtones. Mais quelle est la place des peuples autochtones aujourd'hui dans notre droit interne? C'est un droit, c'est une place qui reste dérisoire. Est-ce que ce ne sont pas des Congolais comme vous et moi? Est-ce que leur statut juridique doit être inférieur au nôtre? On a fait évoluer les choses dans notre pays par le biais d'une loi prise par le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Aimé Emmanuel Yoka. Sur la promotion des peuples autochtones. En faisant un équivalent juridique dans le droit interne congolais. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc ces aspects aujourd'hui justifient l'évolution institutionnelle. Justifient l'évolution. Même au niveau international, on en parle. On parle de cette évolution nécessaire. Je vous citais la tournée de Barack Obama qui en faisait une condition sine qua non du développement économique et social des pays africains. Je sais que l'opposition congolaise n'arrête pas de citer Barack Obama, mais c'est l'occasion d'être aussi en conformité avec ce que dit le président américain. Faisons évoluer nos droits internes pour faire en sorte que la jeunesse, la femme congolaise, les peuples autochtones aient les mêmes droits que nous. Pourquoi y aurait-il des Congolais qui auraient moins de droits que d'autres ? Et à Tsibiti, par exemple, on a décidé qu'à partir de 30 ans, on pouvait être candidat à l'élection présidentielle. C'est très bien, ce qui n'était pas le cas sous l'empire de la Constitution de 2002. Donc c'est une évolution qui est conforme à l'idée de justice sociale, à l'idée même de ce que postule aujourd'hui le droit international. Et le Congo ne peut pas être en dehors des évolutions de droit. D'accord, Monsieur le Ministre. Alors, dialogue de Tsibiti, dialogue inclusif, dialogue alternatif organisé par l'opposition au quartier Diata ici à Brazzaville. Vous êtes au courant ou pas? Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Simplement, Monsieur Mayela, mais quel sens faut-il donner à un regroupement de quelques clans politiques alors qu'à Tsibiti, nous avons eu un regroupement du peuple congolais qui s'est prononcé sur son évolution, sur son contrat social. Attendez, quel sens faut-il donner à cela, à ce regroupement de quelques clans politiques qui, qui sous le prisme d'un discours belliqueux, je dirais même séditieux,
pense pouvoir demain gérer ce pays. Mais pour eux, je pose la question au peuple congolais. Ils pensent que CBT était un piège où on allait leur faire dire des choses qu'ils ne pensaient pas. Attendez, que penser de cela? Deuxièmement, j'arrive, laissez-moi évoluer. Ils disent, voilà, les conclusions étant là, ils vont les transmettre au ministre de l'Intérieur, qui par la suite va les transmettre au président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Mais vous savez que depuis 2014, un certain nombre de personnalités de l'opposition ne viennent pas aux vœux, ne viennent pas présenter leurs vœux au président de la République du Congo. Vous le savez? Et subitement, ils estiment que dans ce pays, il y a une organisation institutionnelle qui fonctionne bien. Ils estiment que dans ce pays, il y a un président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Subitement, ils reconnaissent que ce pays est un pays organisé. Ils reconnaissent que ce pays a des règles de droit subitement. Ces mêmes règles de droit qui ne cessent de conspuer, qui ne cessent de remettre en cause jour après jour. Je m'interroge. Et lorsqu'ils disent que CBT était un piège, je m'interroge une nouvelle fois. Parce qu'à CBT, n'importe qui pouvait venir. Dire qu'il était d'accord ou pas avec le consensus tel que dégagé. Il pouvait venir et le dire. Et cela aurait été écrit noir sur blanc sur le document sorti de CBT. Mais ils ont préféré s'organiser entre eux. C'est ce que moi j'appelle le regroupement de quelques clans politiques. Mais le Congo, vous savez, 342 000 km², ce n'est pas simplement quelques clans politiques. C'est l'ensemble de ce pays qui s'est retrouvé à CBT. Et moi, je pense aussi, je fais partie de ceux qui estiment que la politique, ce n'est pas simplement les partis politiques. La politique, c'est aussi la société civile. La politique, ce sont aussi des individualités, même si les partis politiques concourent au processus démocratique. Mais est-ce que la Constitution de 2002, dont ils sont les défenseurs, dont ils se disent les défenseurs absolus, est-ce que cette Constitution postule l'idée que les partis politiques ne sont les seuls à organiser la démocratie dans notre pays? Mais n'avait-il pas le droit de se réunir? Bien sûr que non. N'avait-il pas le droit de se réunir? Chaque Congolais a le droit de se réunir, a le droit de faire valoir sa subjectivité, son point de vue, où il veut. Est-ce que n'ont-ils pas le droit de remettre leurs conclusions au ministre de l'Intérieur? C'est leur liberté, bien sûr qu'ils ont le droit. C'est leur liberté. Mais je m'interrogeais simplement sur un certain nombre de faits. D'accord. Un certain nombre de faits. Je le rappelle encore, ils disent que CBT était un piège. Ils disent que leur dialogue alternatif est ce dialogue-là, alors que CBT n'est pas ce dialogue-là. Alors, une question se pose. Est-ce que le regroupement de quelques clans politiques suffit à dire que voilà, un tel discours est légitime? Bien entendu que non. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que subitement, ils reconnaissent que ce pays est organisé? Que dans ce pays, il y a un président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, alors que depuis un certain nombre d'années, il ne daigne même pas aller lui présenter ses vœux. Maintenant, en toute liberté, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent déposer leurs conclusions au ministre de l'Intérieur, qui, en toute liberté aussi, peut les transmettre au président de la République du Congo, qui, en toute liberté aussi, peut apprécier. D'accord. À côté de l'actualité nationale, nous avons l'actualité internationale, jusque-là dominée par la tournée africaine de Barack Obama, président des États-Unis. Pour vous, les Africains ont-ils, je dirais, rêvé? Ont-ils eu trop d'espoir vis-à-vis de cet homme de couleur à la tête des USA? Vous savez, lorsque Barack Obama fait son discours au siège de l'Union africaine dernièrement, il commence par dire qu'il est fier d'être américain. Ensuite, il dit qu'il a des racines africaines. Et il pose la question du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis en termes d'ego, en termes de commerce. Mais la priorité de Barack Obama, c'est d'abord une priorité américaine. Ce n'est pas une priorité africaine. Vous savez, Raymond Aron, dans Guerre et paix entre les nations, a postulé l'idée de la théorie réaliste des relations internationales. Il estime que les États sont des sujets avant tout juridiques, qu'ils s'intéressent d'abord à leurs intérêts dans un environnement qui peut être hostile ou pas hostile. Et il estime que les États ne s'intéressent que sans seuls face à leur destin. C'est ça.
Et la société internationale reste avant tout une société d'État, même si aujourd'hui, les organisations non gouvernementales ont pris beaucoup de place et peuvent influer un certain nombre de normes juridiques au niveau international. Moi, je pense que la théorie réaliste, telle qu'elle ressort de Raymond Aron, doit intéresser les Africains, qui restent avant tout attachés à une autre idée, qui est celle de la communauté internationale. Idée selon laquelle tous les États auraient les mêmes intérêts. Le destin de l'humanité serait un destin unique. Le Congo, la Chine, etc., auraient les mêmes intérêts. Donc, ça, c'est l'idée de communauté internationale, qui est une idée proprement africaine. La communauté internationale, c'est une fiction juridique. Bon, je pense qu'il faut en revenir à la théorie réaliste des relations internationales. Elle doit imprégner l'action politique des pays africains. Les politiques étrangères de nos pays doivent être conformes à cette théorie réaliste et non pas à l'idée de communauté internationale qui reste une pure fiction juridique où on se dit, voilà, on partage les mêmes idées, les mêmes intérêts. Mais regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler réellement d'une idée de communauté internationale? Non. Donc Barack Obama est conforme, si je puis dire, à ce que Raymond Aron a pu analyser, conforme à la théorie réaliste. Et moi, je suis d'accord avec lui. Et les Africains ont peut-être rêvé du fait même qu'il ait eu des ascendances africaines. Il est avant tout américain. Au Kenya et en Éthiopie, un message, respect des droits de l'homme, respect des règles de droit. Vous, qu'en pensez-vous? Mais il a parlé du respect des règles de droit. Il a parlé de la liberté d'aller et venir. Il a parlé de la liberté d'expression. Il a parlé de la protection des minorités, premièrement. Mais tout ceci est conforme à ce qui a été fait dans notre pays. Je ne peux parler que du Congo, je vais parler d'autres pays. Dans ce pays, on peut se réunir comme on veut. On peut même... il n'existe pas d'offense à chef d'État en République du Congo. Dans d'autres pays, dès que vous parlez d'un chef d'État, on vous arrête. Est-ce qu'ici, c'est le cas? On peut se réunir où on veut. À Diata, par exemple, organiser un dialogue alternatif. Est-ce que la police est intervenue? Que non. Alors, ce que dit Barack Obama est conforme à ce qu'est la constitution congolaise, à ce qu'est la démocratie congolaise. Ça reste une démocratie pluraliste où chacun peut faire valoir ses idées, où le peuple congolais doit arbitrer. S'il n'y a pas consensus, s'il y a des différences, on s'en remet au peuple. Et Barack Obama l'énonce dans son discours devant l'Union africaine. Eh bien, ma foi, mais que dit le président de la République du Congo? Il dit la même chose. Il dit, ceux qui sont pour l'évolution institutionnelle, qu'ils le disent et qui fassent valoir leur point de vue. Que ceux qui sont contre fassent valoir leur point de vue. Ma foi, s'il y a un consensus, alors on sortira forcément un texte. Mais s'il n'y a pas un consensus, on s'en remettra au peuple. Ce que dit le président de la République du Congo. Et c'est ce qu'on a entendu au siège de l'Union africaine. Mais certains pensent que c'était autre chose. Il y a des états-majors qui se sont surexcités. Il y en a qui ont applaudi, d'autres qui ont froncé les cils. Mais non, l'analyse est celle-là. Est-ce qu'il a montré du doigt certaines personnes ou certains États? Il n'a pas parlé de notre pays. Il a cité un pays qui n'est pas la République du Congo. Ensuite, il a parlé du respect des constitutions, des règles de droit. Bien entendu, nous sommes pour le respect des règles de droit. Nous sommes pour le respect de la Constitution. Mais il a ajouté un fait majeur. C'est que dans le cadre d'un consensus, les choses peuvent évoluer. Tout simplement parce que, en juriste, il sait très bien qu'aucune règle de droit n'est immuable. La règle de droit n'est que le reflet de l'évolution d'une société. C'est cela même. Eh bien, lorsqu'une société évolue, elle doit faire face à des exigences de développement économique et social. Faut-il en rester à des règles de droit qui empêchent cette évolution, ou faut-il faire évoluer les règles de droit conformément à l'idée même que nous nous faisons de notre pays, qui doit être un pays créateur de richesses, un pays qui se développe, un pays qui compte et qui compte encore dans le système international. À la lumière de cela, on peut faire évoluer les choses. Voilà ce que dit Barack Obama devant le siège de l'Union africaine. Mais c'est l'analyse juridique que je suis en train de vous faire. Et c'est l'analyse juridique qui ressort de CBT. Les enfants de ce pays, dans le cadre d'un consensus, peuvent changer les choses. S'il n'y a pas un consensus,
on s'en remet à un arbitrage du peuple congolais. C'est ce qui a été dit à Addis Abeba. Mais c'est rien que cela. Donc toute autre interprétation est une interprétation qui est orientée et qui n'est pas conforme au discours même énoncé à Addis Abeba. Et il dit une chose aussi importante pour notre pays, dont on peut se réjouir. Il parle de la place de la jeunesse, j'en parlais tout à l'heure. Il parle de la place de la femme africaine. Il parle de la place des minorités dans le processus de développement de nos États. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans ce pays? Si ce n'est vouloir accorder une place beaucoup plus importante à la jeunesse, si ce n'est vouloir accorder une place beaucoup plus importante à la femme, pensez au projet portant parité que porte le président de la République du Congo, égalité homme-femme dans les instances institutionnelles de notre pays, lors des élections. On a déjà porté ce quota à 30%, je vous le rappelle. Le ministre Mboulou l'a fait. On veut aller beaucoup plus loin avec le président de la République, arriver à 50-50. Mais Barack Obama le dit à Addis Abeba, mais nous le pensions déjà depuis longtemps. Il parle de la place des minorités. Très bien, on est d'accord, mais nous, depuis longtemps, avec le président de la République du Congo, on a déjà mis les choses en marche. Et si aujourd'hui, nous avons une place au Conseil des droits de l'homme, 2 mandats successifs, mais c'est dû à quoi? C'est bien parce que ce pays a opéré une révolution juridique, il faut le reconnaître, où les libertés fondamentales sont respectées, où notre pays aussi, son discours en la matière est entendu. Vous pensez donc que le Congo n'a pas à rougir de ce discours de Barack Obama? Pas du tout. Pas du tout, parce que ce qui a été énoncé par le président américain, la République du Congo le faisait déjà sous la direction de son président, M. Denis Sassou Nguesso. La question de la femme, la question des minorités, la défense des libertés fondamentales, la liberté de parole, la liberté d'aller et venir, la liberté de créer son entreprise, la liberté donc d'entreprendre, de créer de la richesse, la liberté de faire valoir sa subjectivité. Oui, nous l'avons déjà fait dans ce pays. Le fait de faire en sorte que les peuples autochtones ne soient pas, ce qu'on appelle en droit des homo sacer, des hommes de rien qui seraient dépourvus de toute subjectivité. Mais le président de la République du Congo a rompu cela par le biais d'une loi prise par le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Aimé Emmanuel Yoka, qui fait des peuples autochtones l'égal de M. Mayela ou de Bienvenue au Kémi. Mais on l'a fait dans ce pays. Alors, le discours d'Addis Abeba, quelque part, vient honorer ce qui a été fait par le président de la République du Congo, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur Bienvenue au Kémi, certains pensent que Barack Obama s'est rendu à Addis Abeba comme sur ses grands chevaux, comme un donneur de leçons. Pour vous, une symbolique à retenir ou pas? Une symbolique très importante, parce qu'il se déplace au siège de l'Union africaine. Il vient parler à l'Afrique. C'est la première fois qu'un chef d'État américain fait le déplacement d'Addis Abeba. C'est reconnaître que l'Afrique fait sens. C'est reconnaître que l'Afrique fait puissance. C'est reconnaître que ce pays, oui, a un discours à faire entendre dans l'espace international. C'est reconnaître en fait que ce pays, que ce continent, plus exactement, je pensais au Congo, ce continent, oui, dans les années à venir, sera un acteur essentiel des relations internationales. Il va le devenir de plus en plus, et donc le continent est courtisé. Le continent n'est pas courtisé parce qu'il est aimé, simplement. Peut-être qu'ils aiment le continent, certainement, mais le continent est courtisé parce qu'il y a des intérêts. C'est ça la théorie réaliste des relations internationales. L'idée même de communauté internationale, c'est une fiction juridique qui n'est assise en réalité que sur quelques faits, et ces faits ne sont pas majeurs. La conflictualité internationale rend même l'idée de communauté internationale. La théorie réaliste nourrit la société internationale. C'est en cela même qu'il fait le déplacement d'Addis Abeba pour dire, voilà, vous faites sens, vous faites puissance dans le système international. Je vous reconnais en tant qu'égal de mon pays. Et à travers cela, c'est la reconnaissance d'un certain nombre d'actions qui ont été menées par chaque État. L'Afrique, c'est un ensemble d'États. Ce sont donc les évolutions qui ont été opérées dans notre pays. Ce sont les évolutions qui ont été opérées dans d'autres pays aussi, qui font qu'aujourd'hui, on peut parler à l'Afrique, qu'on peut respecter ce continent. Et lorsqu'on analyse le discours de Barack Obama, croyez-moi, ce discours est conforme à ce qui a été fait, à ce qui est en train d'être fait dans ce pays. Tout est fait conformément
à la règle de droit. Si les changements doivent avoir lieu, ce sera toujours conforme à la règle de droit, simplement. D'accord. Nous avons parlé politique au niveau national, nous avons parlé du président américain dans sa tournée africaine. Revenons au Congo et parlons de votre département. J'aimerais bien que l'on en parle aussi. C'est bien de vous avoir sur ce plateau. Alors 2015, toutes les chaînes de télé du monde vont passer de l'analogique au numérique. Je vous avoue que quand nous sommes sur la place de Paris ou un peu partout dans le monde, certains fustigent un peu des fois la qualité de l'image de notre chaîne nationale ou quand il y a un couac, on en parle. Alors aujourd'hui, le passage de l'analogique au numérique, on a l'impression que rien ne se fait. Mais vous qui êtes là, qui êtes le chef du département, qu'est-ce qui se fait? Le Congo sera-t-il au rendez-vous? Il y a deux questions. Première question, allons-nous être au rendez-vous? Oui, nous serons au rendez-vous avec quelques retards, simplement. On a signé un accord avec un partenaire international en la matière. L'accord a été signé dernièrement. L'accord sera mis en œuvre très rapidement aussi. Dans un premier temps, ce sera Brazzaville qui sera numérisé, si je puis dire, Pointe-Noire, et ensuite l'intérieur du pays. On va le faire en 3 phases. Et donc, on va le faire. Le gouvernement a pris les dispositions nécessaires. On va passer au numérique. On va respecter les règles édictées au niveau international en la matière. Avec la numérisation, il va se poser 2 questions à la République du Congo. Les mêmes questions se posent aussi à d'autres pays. C'est la question de l'accès au décodeur. Accéder au décodeur à quel prix? Il ne faut pas que ce soit un prix trop élevé, parce que ce serait une injustice sociale. Sur instruction du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, on a opté pour subventionner l'accès au décodeur. Cela veut dire que tous les Congolais vont accéder à la numérisation par le biais d'une aide de l'État congolais. C'est cela la justice sociale que porte en lui le président de la République du Congo. Ensuite, une deuxième question s'est posée, qui est celle de savoir combien de télévisions dans notre pays. Combien de multiplex? Un multiplex va faire passer un peu plus d'une vingtaine de télévisions ou de stations radio. Donc combien de télévisions dans ce pays? Cela pose la question de la régulation économique née de la numérisation. Si nous avons trop de télévisions, cela veut dire, d'un point de vue pratique, que les chaînes locales congolaises vont être quelque peu pénalisées. Parce que les chaînes étrangères vont arriver avec leur puissance financière, avec leur avance technologique, avec leur avance aussi quelque peu en ressources humaines. Et donc, si on laisse ouvert les portes complètement, on peut pénaliser les chaînes locales. Je pense particulièrement aux chaînes privées congolaises. Donc, il faut réfléchir à cela. Le ministère de la Communication a déjà commandé une étude pour savoir combien de chaînes de télévision dans ce pays. À partir de là, lorsqu'on va ouvrir, on tiendra compte de cela. Tous les pays du monde l'ont fait. À ce moment-là, il y aura quoi, une sorte de protectionnisme? Les grands mots. Pas de protectionnisme, simplement des mesures de régulation efficaces. D'accord. Au service, bien sûr, de l'intérêt national, de l'intérêt général. C'est cela qu'on va faire. Parce qu'avec la télévision, avec la radio, qu'est-ce qu'on fait passer? On fait passer une culture. On fait passer une histoire propre à une nation. On fait passer aussi le génie propre à une nation. À travers cela, c'est tout le contrat social congolais reformulé qui passe à la télévision, qui passe à la radio. On est ouvert au monde. Ils savent ce que nous sommes capables de faire dans ce pays. Donc ce n'est pas rien. Il faut regarder cela avec beaucoup plus de prudence et d'une certaine manière avec beaucoup plus de sécurité. Il ne s'agit pas de protectionnisme. Il s'agit simplement de faire en sorte que la culture congolaise passe. Nous sommes dans un monde qui se veut uniforme, où toutes les cultures s'uniformisent, mais malgré cela, il existe des nations qui estiment qu'eux ont un discours particulier à faire valoir à l'universel. Moi, je pense aussi que le Congo a un discours particulier à faire valoir à l'universel. Donc, nous devons faire attention et prendre des mesures nécessaires pour que la nouvelle économie qui arrive, qui sera génératrice de richesse, qui sera génératrice de sens, soit conforme à nos intérêts. Ces 2 questions, donc, sont prises à cœur par le président de la République du Congo et toutes les décisions vont dans le sens de l'intérêt général. Et
Ça, c'est ce qui va être fait. Bon, maintenant, d'un point de vue pratique, vous avez parlé d'une seconde question qui est la qualité de l'image de la télévision. La qualité de l'image renvoie automatiquement à la nécessité pour nous de revoir le parc technique de Télécongo. Le parc technique de Télécongo a quelque peu vieilli. Il faut que nous changions un certain nombre de matériel pour que l'image soit belle, même si avec la numérique, pour que l'image soit belle, l'image soit nette. Là, je puis déjà vous rassurer, lorsqu'on va passer à la numérisation, on va numériser la télévision congolaise. Donc, on aura de nouveaux équipements et la qualité de l'image sera supérieure à la qualité que nous avons actuellement. Cela va se faire dans la foulée. Par ailleurs, pour la radio, on fera la même chose. Là encore, la qualité du son sera aussi au rendez-vous. Pour la radio, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Les problèmes se posent surtout au niveau de la télévision. Donc, en renouvelant nos équipements avec le passage à la numérisation, on numérise l'ensemble des équipements de la télévision nationale congolaise pour que cette télévision qui a des talents, c'est comme la radio, qui a des talents, que la technique se mette au service de ces talents. Ce qui est intéressant, c'est que le génie des journalistes congolais, télé, radio, soit reconnu, bien sûr à l'intérieur des 342 000 km², mais au-delà de ces 342 000 km². Pourquoi? Parce que la concurrence n'est plus simplement entre Congolais. La concurrence dépasse les frontières du Congo. Il faut se projeter sur l'international pour que l'on sache si nous sommes bons ou si nous ne sommes pas bons. Moi, je pense qu'on peut se projeter avec raison sur l'international et penser que demain, avec le passage à la numérisation, on reconnaîtra les talents qui sont à la télévision, qui sont à la radio et qui sont, par exemple, à la CIO ou à la Nouvelle République. Donc tout est fait au ministère de la Communication pour qu'il en soit ainsi. Regardez par exemple l'émergence des talents, les nouveaux jeunes qui sont arrivés, qui sont porteurs de ce génie. Je ne cite pas de nom, mais ils sont nombreux. Donc il faut les encourager par le biais aussi des formations pour qu'ils passent un cap nécessaire et qui leur permettent de concurrencer leurs homologues étrangers. C'est le souhait que nous formons. C'est la question de la formation de la ressource humaine. C'est la question de la qualité de la ressource humaine. Et tous les pays du monde qui se sont développés, qui aujourd'hui sont des grandes puissances, ce sont des pays qui ont investi dans la qualité de la ressource humaine. Si les États-Unis arrivent à être le premier pays en matière de dépôt de brevets, c'est bien parce qu'ils ont investi dans la qualité de la ressource humaine. Et nous, on doit faire la même chose pour que le pays se développe. Investir dedans, c'est organiser les formations pour ce qui concerne les journalistes, télé, radio, de la presse écrite, privée, publique, pour qu'ils soient à la hauteur. Et là encore, pour que le discours du pays dans les instances internationales soit un discours encore et encore entendu avec force. Monsieur le ministre, je vous dis merci. Madame, Monsieur, ainsi prend fin cet entretien avec Bienvenue Okemi, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Avec lui, nous avons essayé de décrypter l'actualité nationale et internationale. À vous, je vous dis merci de votre fidélité à notre chaîne. Au revoir et à très bientôt.